Bien. Chère Maude Tixier, chère Marie Lebec, Madame la députée, cher Vincenzo, cher Antoine, chers amis de l'ESSEC, mes très chers étudiants, mes très chers anciens élèves, merci de tout cœur d'être avec nous ici ce soir. Alors je ne peux pas commencer cette soirée sans, bien évidemment, évoquer la mémoire de Daniel Tixier, mon professeur de marketing préféré à l'ESSEC, ton professeur de marketing préféré à l'ESSEC, à toi également, Antoine, fondateur de la chaire grande consommation en 1985. Cette chaire, qui a été la première chaire créée à l'ESSEC, a aussi et surtout été la première chaire créée en France sur un modèle que Daniel appelait les chaires à l'américaine, c'est-à-dire des chaires, donc des structures d'enseignement, qui assument et qui revendiquent une proximité très forte avec les entreprises, tant au plan académique pour nourrir leur programme qu'au plan financier pour contribuer au financement de l'organisation. Et donc Daniel eut une relation très forte à Danone, et j'y reviendrai. Alors, un dimanche matin du mois de mai dernier, j'ai appelé Jacques Vincent, qui est là, pour lui dire, Jacques adore mes appels du dimanche matin, pour lui dire, j'ai une idée, je voudrais célébrer les 50 ans du discours de Marseille. Et donc Jacques Vincent, qui pratique le management par questionnement, m'a dit, pourquoi pas, mais pourquoi faire? Alors je lui ai dit, pour que les jeunes sachent et se souviennent. Il m'a dit, pourquoi pas? Alors on s'est mis au boulot, avec Loïc qui est là, Marion, nos étudiants, j'en reparlerai, et puis le soutien de l'école que j'avais embarqué dans ce projet depuis le départ. Parce que s'il devait y avoir une institution académique en France qui commémore cet événement, c'est bien évidemment l'ESSEC. Et à minima, pour 3 raisons. 1, nos valeurs sont très proches. Vous relisez le discours de Marseille et vous connaissez les valeurs de l'ESSEC, dont je rappelle qu'elle a été fondée par des jésuites en 1907. Donc vous retrouverez une proximité forte dans nos valeurs. Deuxième raison, la chaire grande consommation aime Danone. Je pense que Danone aime la chaire grande consommation. En tout cas, Danone la soutient depuis 37 ans, et au plan académique et au plan financier. Et puis la troisième raison, j'y reviens, c'est que Daniel Tixier aimait beaucoup Danone. Il a formé des générations de Danoneurs. Et Antoine, tu le sais, et Maude peut témoigner, tu as été son élève préféré. Il aurait aimé que tu lui succèdes. Tu n'étais pas disponible et j'étais le second choix. Alors, avant de laisser la parole à Vincenzo, directeur général du groupe ESSEC, qui a une annonce importante à nous faire. Enfin, il a toujours des trucs importants à nous dire, mais là, il a une annonce importante à nous faire ce soir. Je fais un petit peu pour maintenir la tension. Donc, 2-3 mots sur l'organisation de la soirée. Donc, on va voir dans un premier temps, après la prise de parole de Vincenzo, la projection d'un film que nous avons réalisé fin 2021, justement pour que les jeunes sachent et se souviennent. Et j'en profite pour remercier tous les acteurs de ce film, Franck Ribou et Emmanuel Faber, vous les verrez à l'écran, Muriel Pénicaud, Jean-René Buisson, Geoffroy Roux de Bézieux, et puis celles et ceux qui sont là ce soir, Hélène Ploy, Serge Papin, Antoine, et nos 4 étudiants, Dauphine, Chloé, Édouard et Sébastien. Et je tiens à vous dire que j'ai pris beaucoup de plaisir à rencontrer tous ces acteurs de ces 50 dernières années et que je suis sorti assez ému de certains de ces échanges. Voilà, donc, mais je vous livre ce film dans quelques instants. Après ce film, Antoine a accepté d'être aimablement confronté, les jeunes, j'ai dit aimablement confronté, à 4 de nos étudiants, sur un registre très ouvert, et puis après on ira boire un coup dans le foyer. Voilà, Vincenzo, je te confie le micro. Madame la députée, mesdames et messieurs, chers professeurs de l'ESSEC, chers alumni de l'ESSEC, chers amis de l'ESSEC, cher Maude, cher Antoine et cher Rémi. Rémi, tu incarnes tellement bien l'ESSEC que c'est difficile, même pour le directeur général, de prendre la parole après que tu as parlé, parce que tu l'incarnes tellement bien en savoir-faire et en savoir-être, et nous sommes très reconnaissants.
Donc voilà, on connaît bien tes talents et cette soirée vraiment est un des fruits de tes talents et aussi de ton engagement aux côtés de l'école. Alors, certains discours rares s'inscrivent à la fois pleinement dans leur époque et restent néanmoins comme en dehors du temps, car touchant à des questions qui continuent de traverser la société des décennies après. Et en 1972, comme tu le rappelais, Antoine Riboud, alors PDG de Danone, s'exprimant devant les assises nationales du CNPF, et son discours, clairement, fait partie de ceux qui incarnent un tournant. Qu'exprimait-il alors? Et j'ai envie de dire, qu'exprime-t-il encore? Tant ces propos parlent à notre conscience actuelle et dessinent des voies pour nos futurs souhaitables. Alors, je le cite, parce que tu as parlé du discours, et quelqu'un sûrement l'a lu, mais je cite quelques parties qui me semblent très pertinentes pour cette soirée. Je conduis une entreprise et suis passionné par mon métier. Je vous propose quelques réflexions. Nous devons nous fixer des objectifs humains et sociaux, c'est-à-dire, d'une part, nous efforcer de réduire les inégalités excessives en matière de conditions de vie de travail. D'autre part, nous efforcer de répondre aux aspirations profondes de l'homme et trouver les valeurs qui amélioreront la qualité de sa vie en disciplinant la croissance. Il conviendra ensuite d'appliquer ces valeurs dans la vie collective et dans la vie de l'entreprise. L'objectif prioritaire est la disparition des situations matérielles qui se trouvent en dessous du seuil de bien-être. C'est une question de conscience collective. Voici ces mots. En quelques paroles simples et directes, Antoine Riboud évoque ainsi sa perception personnelle, la passion de son métier, la direction d'une entreprise, avant d'élargir son propos à tout le champ de la société, en posant un objectif fondamental et ambitieux, l'amélioration de la qualité de vie. En cela, il rejoint, il me semble, la pensée d'Albert Camus dans son essai « L'homme révolté », en estimant que l'action d'un seul être fixe parfois un seuil pour l'humanité entière. Ainsi, depuis plus d'un demi-siècle, des dirigeants à l'image de ceux de Danone agissent à la fois dans l'intérêt de leur organisation, tout en promouvant une vision étendue de l'économie, en appelant un capitalisme responsable. Commémorer le discours fondateur qu'on vient d'entendre est donc une cause suffisamment belle et noble pour avoir le plaisir d'être réunis aujourd'hui et ce soir. J'en profite à ce propos pour remercier Antoine pour sa présence parmi nous, le remercier en tant que DG de Danone, et vous me le permettez aussi en tant qu'alumnus de l'ESSEC. Pour être à la hauteur de la pensée et de la vision du discours que nous venons d'entendre, nous devons aujourd'hui d'aller plus loin, d'amplifier notre réflexion sur ce que j'appellerais une économie du vivant, afin de fixer collectivement, avec un engagement individuel, nos finalités et nos moyens pour les décennies à venir. Trop souvent, le capitalisme se réduit encore à une sinistre, pour certains, à une sinistre caricature, celle d'un instrument focalisé sur la seule performance financière, quoi qu'il en coûte en matière de ressources naturelles, d'écosystèmes et de climat, d'épuisement physique et psychique. Trop souvent, les tenants de cette science sans conscience agissent sans retenue individuelle ni sens de responsabilité collective et se justifient éventuellement en dévoyant le darwinisme. Or, la théorie darwinienne ne décrit pas l'évolution comme une victoire des plus forts au détriment de tous les autres éléments du système. Elle pose au contraire l'absolue interdépendance de tous avec tout et l'absolue nécessité d'une biodiversité la plus riche possible pour que l'écosystème soit en mesure d'évoluer sainement et de perdurer. Transcrite dans notre fonctionnement en société, que signifie cette vision? Premièrement, que tout acte des acteurs économiques que nous sommes en tant que dirigeants, entrepreneurs, salariés, enseignants et consommateurs a des répercussions à la fois dans la société publique comme dans les sociétés privées. Et a également des conséquences à la fois en un lieu donné et en multiples villes, régions et pays sur la planète. Nous sommes un et un seul système vivant planétaire. Nous faisons littéralement corps
avec la vie. Nous sommes interconnectés entre sociétés, entre pays, entre humains et systèmes écologiques, et continuer de nous penser comme les seuls possesseurs et maîtres de la nature maintient cette vision erronée et nocive qui nous coupe de nos responsabilités entre humains et systèmes vivants. À notre échelle, depuis des années, notre école, l'ESSEC, s'applique ces principes d'équilibre et de promotion du vivant. Comment? En luttant contre les inégalités sociales dans le recrutement de nos élèves, en les formant systématiquement aux enjeux utiles du développement durable de la responsabilité sociale, en intégrant ces facteurs dans toutes les réflexions et décisions de notre comité exécutif, même pour l'école en tant qu'organisation, et en inventant des modèles de développement bénéfiques à la triple empreinte sociale, écologique et économique. Et, in fine, en visant une neutralité carbone de nos activités d'ici 2040. Et oui, même une école a une empreinte carbone. J'en arrive à un second point, inspiré de la vision darwinienne, qui revient à dire que pour prendre soin de nos entreprises et du capitalisme, nous devons prendre soin du vivant et de notre planète Terre, dans leur ensemble. Je reprends les mots prononcés en 1972, la responsabilité de l'entreprise ne s'arrête pas au sol des usines ou des bureaux. Son action se fait sentir dans la collectivité tout entière et influe sur la qualité de la vie de chaque citoyen. Par l'énergie et les matières premières que l'entreprise consomme, par les nuisances qu'elle engendre, elle modifie peu à peu l'aspect et même, disent certains, l'équilibre de notre planète. L'équilibre de notre planète, l'équilibre de la vie, voilà, il y a 50 ans, il portait déjà cette intuition d'un nécessaire équilibre. Pour reprendre ce flambeau et terminer, l'ESSEC proposera, c'est ça l'annonce que Rémi vous annonçait, l'ESSEC proposera au futur chef de l'État français d'organiser sous son égide des États généraux d'un capitalisme responsable. Ces États généraux réuniront la plus grande diversité de savoir et de vision, chercheurs en sciences humaines, économiques et biologiques, dirigeants d'entreprises et d'ONG, instances gouvernementales en charge de l'économie, de l'écologie, du travail, des affaires sociales, mais aussi de la culture et de la justice. Car fonder une telle économie, à même d'assurer à tous une vie décente, une bonne vie, demande d'en embrasser tous les horizons. Nous souhaitons donc que ce jour de commémoration de ce discours fondateur soit à l'origine d'un mouvement fondateur, lui aussi, en réunissant nos savoirs, nos moyens et nos visions. Nous pouvons faire de ces États généraux une rampe de lancement vers un monde plus juste, équilibré, plus solidaire, bref, vers un monde durable et désirable. Je vous remercie et je vous remercie pour votre présence, mais aussi pour votre engagement individuel et collectif. Bonne soirée. Merci beaucoup. Donc, on va vous projeter ce film. Et je voulais vous dire qu'en partant, on vous remettra à chacun ce petit ouvrage qui reprend l'exhaustivité des entretiens. Voilà. Et donc je dis parce que je sais qu'il y en a qui partiront peut-être un tout petit peu à la fin. Donc n'hésitez pas, sur des manches debout, sur des tables, il y a ces ouvrages à disposition. Et donc ça vous permettra de relire l'exhaustivité des entretiens. Voilà. Je laisse la régie lancer la projection. Merci. Bon, les jeunes, vous avez compris les messages, hein? Parce que les messages, c'est pour vous. Hein. Alors, Antoine, Dauphine, Chloé, Édouard, Alexis, je vous en prie, installez-vous au boulot. Donc, un des 4 étudiants qui ont contribué à ce contenu, Sébastien n'est pas là ce soir et donc est remplacé par Alexis. Mais sinon, vous retrouvez ceux que vous avez vus à l'écran. Voilà, donc on préparé avec beaucoup de bienveillance quelques questions pour Antoine. On lance les questions ou tu veux que je dise un mot d'abord? Non, je pense qu'il y a je pense qu'ils ont prévu de te présenter et puis après je te laisse. Eh ben, formidable. N'oubliez pas, très ça aussi. Hein.
Antoine de Saint-Afrique, il y a 7 mois, vous preniez vos fonctions en tant que directeur général de Danone. Si vous le permettez, j'aimerais retracer avec vous le parcours qui vous a permis d'en arriver là. Né le lendemain de Noël 1964 à Bouillon-Billancourt, vous faites vos classes à Cergy. Vous intégrez la toute première promotion de la chaire grande consommation de l'ESSEC avec Henri Bruxelles, ici présent, que vous retrouvez aujourd'hui chez Danone, 38 ans plus tard. Ce soir, nous vous invitons aussi en tant qu'alumni de la chaire grande consommation. Nous avons d'ailleurs retrouvé quelques images d'archives qu'on va pouvoir voir derrière. Donc ici, on vous voit dans le fond, d'ailleurs, qui dépassait. On voit aussi Henri Bruxelles devant, il me semble, et Daniel Tixier, professeur fondateur de la chaire, qui est aussi derrière. En plus de cette photo, on a aussi retrouvé un CV, l'un de vos premiers. À l'époque, on voit que vous avez fait, alors c'est un petit, mais un petit stage chez Cronenbourg, qui était une propriété du groupe BSN, futur Danone, déjà. Et puis à l'époque, vous êtes célibataire, non libéré des obligations militaires, choses qui ont changé depuis. Vous sortez de l'ESSEC en 1987 et rejoignez la marine française pour le service militaire. De ces 2 ans à diriger des marins aguerris du haut de vos 24 ans, vous retiendrez une leçon. Quand la mer est mauvaise, mieux vaut savoir déléguer et travailler en équipe. Après cette expérience, vous rejoignez Unilever, où vous occupez plusieurs fonctions de marketing en France et aux États-Unis. En 1997, vous quittez Unilever pour rejoindre Danone, en tant que directeur marketing de Amora Maille. Mais votre premier amour n'est pas du genre à se laisser abandonner. Et quand Unilever décide qu'il n'y a que Maille qui lui aille, vous prenez la direction européenne de l'activité condiment nouvellement intégrée au géant anglo-néerlandais. En 2003, votre côté globetrotter se réveille. Après avoir vu l'Ouest et les États-Unis, cap vers l'Est et la Russie. Vous prenez la direction de la division Europe centrale et Europe de l'Est chez Unilever jusqu'en 2009, moment où vous revenez au siège pour diriger le skincare, puis la branche food. En 2015, Barry Callebaut vous courtise à coups de tablettes de chocolat. Grand gourmand, vous ne pouvez résister. Et rejoignez un groupe en difficulté face à la remontée des cours du cacao, du sucre et du lait. Malgré cela, vous parvenez à doubler la capitalisation du groupe durant votre passage en construisant une entreprise solide et résiliente, capable d'afficher des chiffres quasi stables pendant la crise sanitaire. Chez Barry Callebaut, vous montrez un engagement fort en prenant un projet économique responsable du point de vue social et environnemental. Est-ce votre plan de faire du chocolat durable la norme dès 2025 qui a tapé dans l'œil du conseil d'administration de Danone ? Vous donnez en tout cas l'image d'un dirigeant stable et de confiance, capable d'apporter de la sérénité à un groupe bousculé en 2021 par une crise de gouvernance. 50 ans après le discours de Marseille, vous voici aux manettes de Danone, son double projet économique et social, son statut d'entreprise à mission, son ambition Bicorp. Homme de terrain, passionné par les marques, c'est un grand défi qui vous attend à la tête du fleuron de l'agroalimentaire français. Antoine de Saint-Afrique, vous êtes un homme discret. Et c'est ce soir votre premier événement ouvert au public en tant que directeur général de Danone. Pour cela, nous tenons à vous remercier et j'espère que vous passerez un bon moment entre notre compagnie. Et je vous laisse la parole. Il me semble que vous avez préparé quelques mots. Non, mais pas préparer quelques mots. D'abord pour dire qu'effectivement c'est le premier et c'est une forme de retour aux sources. Donc j'en parlais tout à l'heure avec Maud Tixier, c'est un peu clore un cercle. Il y a exactement 36 ans, quasiment jour pour jour, je rendais un bateau du club voile de l'ESSEC et je prenais mes 2 chevaux et je traversais la France pour aller chez Danone, chez Cronenbourg, pour ma première expérience professionnelle. Donc clôture d'un cercle aussi avec la chaire de grande consommation, avec Daniel, avec Henri, avec quelques autres. On était parti sur cette espèce de piste complètement iconoclaste, qui était aussi un double projet d'une certaine manière, qui était celui d'apprendre et de faire en même temps, qui était amener l'entreprise au sein de l'école, et amener l'école au sein de l'entreprise, dont toute chose qui résonne encore aujourd'hui. Donc très touché de pouvoir venir parler et célébrer
un discours qui est absolument fondateur pour Danone, qui est encore vivant pour chacun d'entre nous, qui est au cœur de ce que les Danoners pensent, font, qui s'est réexprimé au fil des générations de patrons de Danone de manière légèrement différente, mais toujours dans la même direction, et qui font le cœur du cœur de ce qu'est Danone aujourd'hui, et probablement le cœur du cœur de ce que sera Danone demain. Donc ravi à la fois de revenir aux sources, de clore un cercle, mais aussi de continuer sur cette lancée, qui est cette lancée extraordinaire de 1972. Merci beaucoup pour ces mots d'introduction. Vous venez d'évoquer le Danone de demain. Et pour commencer notre série de questions, on voulait faire le lien entre justement ce nouveau Danone et le discours de Marseille. Donc, vous avez présenté le 8 mars dernier votre nouveau plan stratégique Renew Danone. L'ambition première, c'est vraiment de renouer avec la croissance, de créer de la valeur pour tous et ceux de manière durable. Mais vous avez également estimé qu'il fallait redonner à Danone la place qui est la sienne, après quelques années où Danone n'a pas performé au même rythme que les catégories dans lesquelles elle opère. Votre plan stratégique, il vise à donc revenir à cette croissance compétitive mais aussi durable, à devenir un leader en matière de sustainability et à créer de la valeur pour les actionnaires mais aussi les consommateurs que vous voulez vraiment mettre au centre de votre action chez Danone. Et donc pour commencer cette série de questions et faire le lien avec ce discours de Marseille qui nous réunit tous ce soir, je voulais vous demander en quoi votre plan Renew Danone il est en continuité avec le discours de Marseille et avec justement ce double projet économique et social qu'évoque Antoine Ribon en 1972. Alors il l'est de plein de manières différentes. Franck Ribou l'a très très bien dit dans la vidéo. Le discours de Marseille, et ce que pose le discours de Marseille, c'est être à la fois entrepreneurial et social. Et c'est le « et » qui est probablement le mot le plus important, parce que c'est l'un et l'autre à la fois. Ce qu'on est en train d'essayer de faire, c'est recharger les deux côtés. C'est être performant et durable. C'est revenir ou continuer à recharger ce qui a été, ou renouveler ce qui est au cœur du cœur de ce qu'est Danone, qui est une entreprise durable, une entreprise responsable, une entreprise passionnée par les marques, par l'innovation, une entreprise passionnée par les gens. Danone a toujours été connu à la fois pour le double projet, bien sûr, pour une capacité extraordinaire à innover, mais aussi à exécuter, et par une capacité extraordinaire à faire croître des talents, en leur donnant un terreau, à la fois professionnel, mais aussi un terreau de sens, qui en fait cette entreprise unique. Donc c'est en fait construire dans la même direction et sur le même terreau, simplement adapté aux circonstances d'aujourd'hui. Merci beaucoup pour cette question, enfin pour cette réponse plutôt. Et dis-moi, je ne suis pas sûr que Dauphine avait terminé. Si, mais alors du coup... Non, parce que la première question, c'était en quoi? C'était en continuité, puis est-ce qu'il y a des choses qui seront en rupture? Voilà, est-ce qu'il y a des points sur Donc tu n'avais effectivement pas terminé. Est-ce que vous pensez qu'il y a des points sur lesquels, justement, votre plan s'en détache quelque peu? Alors non, pas du tout. Je pense que Danone est une société avec une immense continuité. C'est une société avec une immense continuité. Je suis le 4e CEO du groupe. Nous avons tous, et nous sommes tous ancrés dans le discours de Marseille, exprimé de manière différente à des époques différentes. Donc Emmanuel avec One Planet One Health, avec la société à mission. Franck avec le recentrage du portefeuille sur des produits sains et avec cette vision qui est d'apporter la santé par l'alimentation au plus grand nombre. Antoine avec à la fois le discours de Marseille et la fondation du groupe tel qu'il est. Donc j'allais dire, il y a une continuité absolue. Un CEO est un passeur. Ce n'est pas quelqu'un qui rompt. C'est quelqu'un qui sédimente, c'est quelqu'un qui rajoute une couche, et essaie de passer
quelque chose de fantastique qu'il ou elle a reçu dans un état un petit peu meilleur que ce qu'il a trouvé. Nous ne sommes que des passeurs au service de l'entreprise. C'est beau. Le discours de Marseille que l'on célèbre ce soir expose en 1972 un double projet économique et social. Si on devait le réécrire aujourd'hui, quels seraient les sujets de ce discours ? Je trouve que le sujet n'a absolument pas changé. Enfin, Antoine Riboud dit d'entrée, nous n'avons qu'une seule planète, nous n'avons qu'une seule vie. Et les extraits que les uns et les autres vous avez vus ou lus disent absolument ça, disent la responsabilité d'une entreprise ne s'arrête pas à la porte de l'entreprise. C'est une responsabilité qui est une responsabilité sociale, c'est une responsabilité qui est une responsabilité sociétale, et c'est une responsabilité qui est une responsabilité environnementale. Et cette responsabilité, elle est totalement d'actualité. L'urgence est bien plus grande aujourd'hui qu'elle ne l'était en 72. La perception de cette urgence, Dieu merci, est bien plus grande, pas assez à mon goût. Et les solutions se doivent d'être réinventées en permanence parce que le monde autour de nous change de manière extraordinaire. Donc le cœur du discours n'a pas changé. La manière dont on fait change parce que le monde continue à changer de manière extraordinaire autour de nous. Mais la pertinence elle-même du discours est absolument intacte et on peut en prendre 100%. Du coup, il n'y aurait rien à rajouter encore à l'heure actuelle. Je pense que ce qu'il y a à rajouter, et j'allais dire c'est notre responsabilité collective, c'est ma responsabilité en tant que chef d'entreprise, c'est votre responsabilité aussi, c'est dans le faire, ça n'est plus dans le dire. Ce qui a été dit, il a été dit de manière à la fois prophétique et parfaitement pertinente. Donc la question maintenant, c'est comment est-ce qu'on fait et comment est-ce qu'on impacte. Très bien, merci. Alors, j'ai une question pour vous qui reprend un peu la deuxième question de Dauphine et de Rémi, du coup. Donc, je vais la poser un peu différemment. On a vu qu'il y a justement, vous avez parlé d'une continuité de cette vision Danone, qu'il n'y a pas de rupture à avoir. Mais qu'est-ce que vous, personnellement, vous voulez apporter de nouveau, de différent, ou quelles sont vos priorités personnelles par rapport à cette vision Danone ? Alors, ce que chacun apporte, c'est d'abord vous apportez votre propre caractère, votre propre personnalité, et de manière générale, d'ailleurs, il n'y a pas de différence entre la personne que vous êtes chez vous et la personne que vous êtes au travail. Donc, vous apportez votre vision, votre culture, votre éthique, votre manière de travailler, qui est nécessairement différente de celle de vos prédécesseurs, ni meilleure ni pire, j'espère, mais qui en tant que telle apporte quelque chose de différent. La deuxième chose, c'est que vos priorités sont dictées par les événements du moment, par la situation dans laquelle se trouve l'entreprise, par le contexte dans lequel évolue l'entreprise. Alors, parmi les choses que j'ai dites le 8 mars, il y a réunir ou renforcer le lien entre la performance et la durabilité, parce que je suis convaincu, l'ayant prouvé chez Barry Callebaut, l'ayant fait aussi chez Unilever, que l'un est au service de l'autre et vice-versa. Ramener plus encore que ça n'était une passion pour l'exécution, parce qu'in fine, la grande consommation est un métier d'exécution, c'est un métier de détail au quotidien. C'est la manière dont votre marque s'exprime dans un linéaire, c'est la manière dont, lorsque vous ouvrez un paquet, vous rencontrez le produit, la manière dont vous le dégustez, c'est la manière dont la marque communique. Donc c'est une série de petites preuves d'amour au quotidien, de façon à ce que la personne qui achète vos produits et qui vote avec son argent sur vos produits le fasse jour après jour. Donc peut-être plus de focus là-dessus, parce que c'est aussi ce que j'ai fait toute ma vie et ce que je sais faire. Donc il y a aussi une passion personnelle. Et puis il y a continuer à faire croître les générations suivantes. Je disais tout à l'heure qu'un chef d'entreprise est un passeur. Parmi les choses que vous passez, c'est que vous faites croître des talents. Et vous faites croître des talents qui sont meilleurs que vous et qui sont différents de vous. Parce que les circonstances de demain ne sont pas celles d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Justement, vous parlez de circonstances, de contexte, de durabilité. C'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans votre plan Renew Danone.
Et donc, quand vous dites que croissance économique et durabilité doivent se nourrir mutuellement, vous évoquez la vocation de Danone à devenir la plus grande entreprise mondiale à être certifiée B Corp. Et je le rappelle, la certification B Corp, c'est une certification qui est totalement volontaire de la part des entreprises et qui veulent être meilleures pour le monde. Et donc en quoi Danone, en étant certifié B Corp, devient meilleur pour le monde et notamment pour nous, consommateurs et jeunes générations? Alors, je pense que la certification B Corp et ce type de démarche est essentiel à plein de niveaux différents. Le premier, c'est que pour être pertinent et compétitif demain, vous devez être durable. Si votre horizon est un horizon à 5 ans, à 10 ans, à 20 ans, la durabilité, qu'elle soit sociétale, sociale ou environnementale, au-delà d'être un impératif moral, est un impératif économique. C'est évidemment une évidence éthique. Mais s'il n'y a plus de fermiers, si vous êtes socialement inacceptable ou sociétalement inacceptable, vous n'avez pas d'avenir en tant qu'entreprise. Si vous le faites mieux que tout le monde, plus vite que tout le monde, vous créez un avantage compétitif. Et vous créez non seulement un avantage compétitif, mais dès l'instant où vous créez un avantage compétitif, vous emmenez le marché avec vous. Parce que le marché a tendance à, et c'est l'une des beautés du capitalisme, et c'est pour ça que le capitalisme responsable est une force de changement extraordinaire, vous emmenez le marché avec vous qui doit s'aligner vers le haut et non pas vers le bas. Donc c'est une première dimension. Et une deuxième dimension qui s'adresse à vous, qui s'adresse à tous les étudiants. Si vous voulez attirer des talents, retenir des talents, vous devez être en pointe. Et de ce point de vue-là, une certification de type B Corp est aussi un signe tangible qui, d'une part, vous force à vous améliorer pour le consommateur, vous force à être mieux préparé pour le futur, mais est aussi une manière d'attraire et de retenir les talents, parce que c'est un signe tangible d'au-delà de ce que vous racontez, que dans les faits, vous progressez. Et c'est vrai de B Corp, c'est vrai, alors, Danone a reçu un AAA de Carbon Disclosure Project, c'est très peu nombre d'entreprises qui le reçoivent. C'est quantifier ce que vous faites d'un point de vue de durabilité, de façon à ce que ce soit factuel et non pas simplement du discours. Et excuse-moi de forcer le trait, mais du coup, est-ce que dans le contexte qu'on connaît avec cette urgence climatique, être certifié B Corp, ça suffit? Non, ça suffit pas. Ça suffit pas, et on va pas s'arrêter là. J'allais dire, et on s'arrête pas là. Mais c'est un symbole, c'est aussi une discipline, ça nous aide à progresser. Est-ce qu'une fois qu'on est certifié B Corp, le voyage s'arrête? Non, il ne s'arrête pas. On s'est engagé de manière très très profonde et rapide sur une diminution de notre empreinte carbone. Notre empreinte carbone depuis 2015, on a piqué et puis on a diminué de 27%. On est extrêmement engagé dans tout ce qui est agriculture régénératrice, avec un objectif qui est en France d'être à 100% issu de l'agriculture régénératrice d'ici 2025. Mais aujourd'hui, on a 20% au niveau mondial, donc il y a plein de marges de progression. Donc ça ne s'arrête pas. Mais simplement, c'est à la fois une étape, c'est une discipline, ça nous permet de progresser. Une fois qu'on a atteint une étape, vous restez pas, il n'y a pas de système stable. Soit vous progressez, soit vous régressez. Donc on va continuer à avancer. Vous disiez dans votre réponse à la question de Dauphine que s'il n'y a plus de fermiers, il n'y a plus d'entreprise. Justement, depuis que vous êtes arrivé chez Danone, le monde est entré dans une période inflationniste qu'on n'avait pas vue depuis les années 80. En parallèle, la guerre est revenue en Europe entre deux pays où Danone est présent. Et avant ces nouvelles difficultés, le monde agricole était déjà en crise, nombreux étant les agriculteurs qui ne parviennent pas à finir leur fin de mois. Face à ces enjeux de hausse des matières premières, mais de l'autre côté aussi à la pression de rentabilité de l'entreprise, comment peut-on continuer à valoriser le travail des agriculteurs en pérennisant un modèle durable et de souveraineté alimentaire ? C'est justement là où à la fois la recherche de la qualité, la prise en compte de l'empreinte carbone et du rôle en matière d'environnement des agriculteurs, le focus sur l'agriculture régénératrice, ont un impact différenciant important. Les 10% d'agriculteurs en France
qui sont laitiers, qui sont les plus avancés en matière d'agriculture régénératrice, sont aussi les plus rentables. Donc il y a un travail de transformation qui est un travail de long terme, parce que le travail de transformation de l'agriculture est un travail de long terme, mais qui est un travail qui vise à rendre l'agriculture performante, pas uniquement d'un point de vue du coût, mais d'un point de vue de son impact environnemental. C'est pour ça que nous avons pris, on a dans notre reporting, un reporting avec et sans carbone. C'est parce que le jour où vous prenez en compte vraiment le coût du carbone, la structure, le rôle et l'impact de l'agriculture changent aussi de manière fondamentale. C'est pour ça que le sujet de l'agriculture régénératrice est si important. Et donc vous avez attaqué le sujet de l'agriculture régénératrice avec Danone, donc un industriel. Quel est le rôle du distributeur dans ces transformations ? Le rôle du distributeur est fondamental. D'abord, c'est un partenaire avec lequel on travaille au quotidien. C'est quelqu'un qui aussi travaille en direct avec les fermiers, avec des industriels. Donc c'est un élément essentiel d'un écosystème. Et nous travaillons, nous Danone, avec les distributeurs sur des projets de durabilité qui sont extrêmement avancés. Donc les distributeurs, comme l'industrie, ont vocation à travailler en écosystème pour faire avancer la cause de la durabilité. On travaille aussi de manière pré-compétitive avec nos compétiteurs. Le sujet est d'une telle importance que d'un côté, il faut, pousser les feux de la compétition de façon à forcer tout le monde à s'aligner vers le haut, pour créer un standard et une norme qui fait qu'on emmène tout le monde avec soi. Mais il faut aussi travailler de manière pré-compétitive ou non compétitive avec les gens de votre écosystème, que ce soit les gens qui vous fournissent, que ce soit les gens qui vous distribuent, que ce soit vos compétiteurs, pour résoudre des problèmes que vous ne pourrez pas résoudre tout seul. Merci. Danone, depuis de nombreuses années, a investi énormément dans le bio et dans le végétal, avec notamment le rachat de WhiteWave en 2016, qui détenait entre autres Alpro. Vous avez plus récemment créé une nouvelle ligne de production dans l'usine d'Issenheim, dans le Haut-Rhin, l'usine d'Alpro. Dans le même temps, nous voyons se dessiner une tendance vers le local. Et est-ce que c'est ça la nouvelle consommation vertueuse, le bio, le local et le végétal ? La consommation vertueuse, c'est un équilibre. C'est-à-dire, ça n'est pas tout l'un ou tout l'autre. Je ne pense pas que le monde devienne totalement vegan. Je pense que le monde est beaucoup plus flexitarien. Il y a des choses qui peuvent se faire localement et qui font du sens localement. Nous bénéficions tous du fait qu'on arrive à faire circuler des produits d'un endroit à un autre. Quand les produits s'arrêtent de circuler, parce qu'aujourd'hui, les exportations de blé, du fait de la guerre, sont arrêtées sur plus de 20% du blé, vous avez des crises majeures qui se profilent dans des pays qui ne peuvent pas cultiver ce genre de matières premières, et qui, à l'époque où elles ne les cultivaient pas et où ça ne circulait pas, avaient des niveaux de vie qui étaient radicalement différents. Donc c'est pas l'un ou l'autre, on n'est pas dans une notion d'absolu, mais c'est dans un juste équilibre entre ce que vous faites localement et les produits qui circulent. Et c'est essayer de manger des fruits et des légumes de saison. Mais par ailleurs, n'imaginez pas que tout peut être produit systématiquement localement. Et du coup, qu'est-ce qui est le plus difficile des trois à mettre en place ? Plus difficile entre le bio, le végétal et le local. Alors, pour moi, la question, d'une certaine manière, n'est pas quel est le plus difficile. C'est qu'est-ce qui est le plus pertinent pour les gens qui l'achètent et qu'est-ce qui permet d'avoir une économie la plus vertueuse possible. L'agriculture durable, qui n'est pas forcément d'ailleurs l'agriculture bio, mais l'agriculture durable, pour moi, est un élément fondamental. Une fois encore, le respect des sols, la capture du carbone dans les sols, une agriculture qui est capable d'apporter des revenus décents aux agriculteurs, tout en étant respectueuse de l'environnement. Et pour moi,
priorité absolue. Qu'elle s'exprime en bio, qu'elle s'exprime en organique, qu'elle s'exprime en local ou pas, est pour moi plus une considération périphérique. Hein. Merci. Dernière question. Alexis le disait tout à l'heure, on vit dans un contexte un peu particulier avec la guerre, le Covid. On a aussi entendu parler récemment de la grande démission aux États-Unis avec de nombreux jeunes Américains qui ont décidé de quitter les entreprises, les grandes entreprises. Ma question, c'est aujourd'hui, dans la salle, on est beaucoup de jeunes diplômés et de jeunes travailleurs. Selon vous, est-ce qu'il faut qu'on rejoigne des grandes entreprises et pourquoi ? Et si on avait un deuxième choix, est-ce que ce serait plutôt une ONG, une start-up par exemple ? Alors, j'allais dire, pour moi, j'ai fait il y a très longtemps le choix de la grande entreprise. J'ai des enfants qui doivent avoir vos âges et qui sont l'un d'un côté et l'autre de l'autre. Pour moi, le choix, c'est pas telle ou telle forme d'entreprise. C'est à quel endroit allez-vous pouvoir avoir le plus grand impact, continuer à apprendre de façon à avoir encore plus d'impact après. Donc ne soyez pas spectateurs et ne vivez pas sur votre mémoire. Apprenez, impactez. Et plus vous apprenez, plus vous impactez. Donc c'est le faire et l'apprendre en permanence. Et certains sont plus confortables pour le faire dans une start-up ou dans une ONG, d'autres dans une grande entreprise. Certains passent de l'un à l'autre, puis reviennent. Pour moi, il n'y a pas de voie qui est tracée. En revanche, l'important, c'est pas de commentaires, de l'action. Et apprenez, questionnez en permanence. Merci. Et du coup, je me permets une dernière petite question quand même. Et pourquoi la grande consommation aussi ? Est-ce qu'on devrait choisir plutôt la grande consommation qu'autre chose ? Parce que vous avez un parcours très grande conso, nous aussi pour le moment. Est-ce que c'est une bonne idée du coup ? Alors, je ne vais pas vous dire le contraire. Je ne vais pas vous dire le contraire. Alors pourquoi la grande consommation ? Parce que vous impactez directement la vie des gens, sur des choses qui sont directement dans le quotidien des gens, et parce que si vous le faites de manière durable, si vous le faites mieux que tout le monde, si vous le faites avec passion et conviction, vous avez un impact extraordinaire. Donc c'est un impact sur le quotidien. Qui est certainement une des raisons ou la raison fondamentale pour laquelle j'ai choisi la grande consommation. Puis en plus, c'est très amusant comme métier. Donc il y a aussi une dimension de plaisir qui est extraordinaire. Mais vous êtes dans le quotidien des gens et vous avez la faculté, si vous le souhaitez, d'avoir un réel impact. Merci. Ça donne envie d'aller travailler au boulot. Bon, je vais te laisser le mot de la fin dans quelques instants. Mais deux, trois remerciements. D'abord, le film que vous avez vu, donc c'est une web-série de 4 épisodes, vous la retrouverez à partir de demain sur le site de LSA qui va en publier un chaque jour. Donc je remercie Yves qui est là, qui va le mettre en ligne dès demain. Et vous le retrouverez ensuite sur le site de la chaire. Merci à celles et ceux qui ont préparé cette soirée. Il y a beaucoup d'étudiants qui sont mobilisés, au-delà bien sûr de vous 4 qui êtes sur le pont depuis 9 mois déjà. Mais merci à celles et ceux qui ont préparé cette soirée, notamment Mathilde, Laure et Loïc. Merci à Mediaperf qui nous prête son amphi, parce qu'on est dans les bureaux de Mediaperf ici. Loïc a préparé un petit cadeau. Loïc qui travaille au sein de la chaire a préparé un petit cadeau à te remettre. Je te laisse commenter. Oui, en effet, 2 cadeaux. Le premier, c'est le pull de la chaire. Je ne sais pas si à la promo 1, vous avez eu un pull de chaire, mais en tout cas, là, maintenant, vous en avez un. Alors, il est à peu près à votre taille, je pense. C'est le pull de la chaire de la promo 37, puisqu'on en est à la 37e promo. Donc, on espère que dès demain, vous l'aurez au bureau. Et le deuxième, c'est qu'en préparant ce documentaire, on a fait quelques recherches. Alors là, c'est un vrai collector, effectivement. On a retrouvé le premier CV Book. En vrai, on en a retrouvé 2. On en garde un pour nous. Et le deuxième, on est ravis de vous l'offrir. Alors, Henri Bruxelles, il y a aussi des choses intéressantes sur vous à l'intérieur. Voilà, donc on est ravis de vous l'offrir. Et j'espère que ça vous replongera dans des beaux souvenirs étudiants et de vos camarades de promo de l'époque. Merci Loïc. Merci.
Donc on va se retrouver à côté pour partager autour d'eau d'évian et d'eau de badois un moment très festif. Pourquoi vous marrez? Et les carambars, voilà. Mais aussi de champagne, pour ne pas oublier que BSN Danone a été propriétaire de 2 marques de champagne. Les jeunes, vous me redonnez les 2 marques dont il s'agit, parce que vous devriez le savoir. Les jeunes, j'ai dit. Évidemment. Et puis, avec quelques petites douceurs sucrées-salées de Michel Augustin, qui est aussi une belle maison de Ta Belle Maison. Voilà. Merci à tous. Antoine, je te laisse conclure, et puis on se retrouve à côté. Je vais pas conclure longuement si je suis la dernière chose entre le champagne, les petits fours et le... Non, juste pour dire que, comme on l'a vu et comme on en a discuté, le discours de Marseille est d'une extraordinaire et d'une brûlante actualité. Et que donc la question fondamentale n'est pas dans le dire, mais elle est dans le faire. Que le capitalisme peut être responsable, comme l'a prouvé Danone depuis très longtemps, mais pas uniquement Danone. Et que donc cette alliance de entrepreneurship et responsabilité date de 50 ans maintenant, mais a encore de belles années devant elle. Voilà. Un grand merci à tous.